Voici l'épisode 233. On y parle cette semaine de justice, de paiement et de conscience. Le Waze du piéton existe et c'est Google qui l'a inventé. Vous vouliez un smartphone qui se plie? Motorola réhabilite la charnière. Mark Zuckerberg n'a toujours pas sa nouvelle monnaie Libra, mais vous payerez quand même avec Facebook. Dans quelques instants, on vous parle du nouveau MacBook Pro dès que vous aurez ajouté un pouce vers le haut. Un peu comme Apple, en fait. On attaque ce programme alléchant. Bonne écoute. Merci de nous rejoindre une fois de plus pour un épisode des Technos avec cette semaine, et ça va être un petit peu particulier, un chroniqueur. Ce sont des choses qui arrivent. Marc, et en plus nous sommes deux Marc, donc voilà. Ça va être facile. Ça va être facile pour s'appeler. Ouais, généralement, je ne m'appelle pas moi-même. Mais non, moi non plus. Je suis pas encore à ce stade-là de la schizophrénie, tu vois. Ça travaille, hein. Il y a des jours où, mais voilà, pour l'instant... Non, mais c'est un peu particulier. On vous explique en deux mots. Vous le savez tous, on a des vies professionnelles, familiales aussi, hein, mais professionnelles, ça c'est vraiment un truc auquel on ne touche pas, on ne déroge pas. Quand il y a un souci professionnel, il faut sauter dessus et le podcast évidemment passe au second plan. C'était Sébastien qui devait faire son duo avec Marc, les informaticiens.be comme on les appelle. Selon Sébastien a été appelé justement sur un problème professionnel, un problème technique, et donc ne pourra pas être des nôtres. Il s'en excuse d'ailleurs. Il était mari quand il a envoyé un message. Il m'a dit je m'excuse 10 fois, et donc voilà, il sera là pas la semaine prochaine, la semaine d'après, me semble-t-il. Mais je rassure tout le monde, le problème est résolu. Et en plus le problème est résolu. Il y avait un câble apparemment, encore une fois. C'est quelqu'un qui avait joué de la pelle ou de la pioche. Je suis tombé, chef. C'est un peu ça. Quelques mots de remerciement pour ceux qui nous ont laissé des messages, des commentaires, ou qui ont participé à des conversations sur YouTube. Hein, c'est souvent là que ça se passe, on va pas se mentir. Dans les commentaires, Crazy Guns, Eric Bourdin, Yuri Axe, Medieval Dream, Cubignol, Sombre Papa, Prince Melmax, 626, Jax, Aferneo, qui nous salue depuis la Kabylie, dans le nord de l'Algérie, donc bienvenue évidemment, et chez Toto24, c'est aussi un pseudonyme je pense, qui est malvoyant, et très heureux qu'on ait parlé la semaine dernière d'un produit destiné justement aux malvoyants, ce qui a donné une idée, je tiens à le souligner au passage, justement à Sébastien, celui qui a des cheveux, et Aurélien, et qui réfléchissent, cogitent à nous proposer voire même peut-être plusieurs hors-séries consacrés aux produits informatiques qui s'entend, destinés aux malvoyants. Donc on aura certainement l'occasion d'en reparler. Je ne sais pas si tu avais vu ce numéro la semaine dernière, tu n'as pas eu l'occasion de regarder. C'est ça, toujours un problème, c'est qu'on est très occupés tous. Hein. On n'a pas toujours le temps de se poser, non, effectivement. Malheureusement, d'ailleurs, effectivement. Oui. Cédric, je t'adore, mais arrête de m'envoyer des vidéos de 3 heures à regarder pendant la journée, et pas je bosse. Voilà. Donc, parce qu'on est très consommateurs de manière générale, tous, hein, dans l'équipe, je pense, de vidéos, de choses un peu techniques et pas techniques d'ailleurs, hein, soyons très clairs. Et donc, même moi, je l'avoue, je passe énormément de temps à regarder des vidéos super intéressantes que j'aimerais partager avec vous éventuellement. Mais vous savez qu'il y a toujours le problème des droits, etc. Et je me demande même si, à l'occasion, on ne prendrait pas contact avec certains youtubeurs qui font des trucs de qualité dans le domaine tech pour peut-être échanger avec et pour avoir comme ça un petit peu un ressenti de la part d'autres usagers de YouTube ou d'autres podcasteurs par exemple, pourquoi pas. Je voulais mais ce qu'on pourrait faire, ceci dit, c'est simplement, bon, il y a les questions des droits, c'est clair, mais ce qu'on pourrait faire, c'est de temps en temps citer un de nos collègues youtubeurs. Et bon, par exemple, si ça ne vous dérange pas, ici, moi j'aimerais juste en citer un. C'est une chaîne que je suis maintenant depuis quelques temps. C'est une chaîne de vulgarisation scientifique qui est vraiment super bien faite. Ça s'appelle Kurzgesagt. Et c'est un truc qui est vraiment léché aux petits oignons. C'est en anglais, anglais-allemand. Donc je suppose que les gens derrière sont d'Allemagne, en tout cas basés là-bas. C'est d'un niveau professionnel, c'est tout en images, donc il n'y a pas vraiment de personnes derrière, ce sont des dessins animés en images de synthèse ou pas, c'est un style assez particulier, et ça couvre absolument tout, ça va des virus aux supernovas, aux quasars, aux fourmis, voilà, allez-y, ça s'appelle Kurzgesagt, ça se trouve facilement, ils ont une chaîne YouTube qui est très bien achalandée, ils sortent des vidéos assez régulièrement, et franchement, si vous aimez, vous cultivez, ou si vous êtes curieux, vous allez adorer.
Bah voilà, déjà une référence. Tu me donneras le lien, comme ça je mettrai dans l'article sous la vidéo ou sur notre blog lestechno.be. Avant d'entamer notre abécédaire, j'avais, parce qu'il y a eu pas mal d'actualités diverses et variées évidemment, mais j'avais quand même un petit coup de gueule à tirer, entre guillemets, concernant ce que vous ferez de vos sous aux fêtes de fin d'année. Hein. C'est bientôt les fêtes et c'est vrai que la tentation est souvent très forte de faire un cadeau technologique ou de se faire un cadeau technologique, la nouvelle télévision, le nouveau smartphone, etc. C'est l'occasion rêvée de faire un chouette cadeau. Des appareils dans la composition desquels entre très souvent du cobalt. Hein. Ce minerai, le cobalt, où le trouve-t-on ? Eh bien, dans des mines. Et malheureusement, dans ces mêmes mines, les mines clandestines de cobalt, je tiens à préciser, on trouve également énormément d'enfants. 40 000, d'après l'UNICEF, travailleraient dans ces mines. J'ai trouvé, c'est ce chiffre qui m'a attiré mon attention, entre guillemets. Hein. 40 000, c'est quand même un gros chiffre, mais comme on le disait avec Marc hors enregistrement, il serait même que 2, ce serait déjà trop. Hein. C'est pas la place d'un enfant, une mine, soyons très clairs. On parle beaucoup d'esclavagisme, il y a aussi de la pauvreté qui conduit les plus touchés à accepter n'importe quel travail à n'importe quel prix. Des familles sont des fois dévorées par ça et bon voilà, c'est un vrai problème. Le forum de Paris sur la paix s'est terminé mercredi et on a appris donc à cette occasion qu'il y avait différentes actions qui étaient menées par le Bureau international du travail par exemple, qui mène des projets pour combattre le travail des enfants, particulièrement dans les mines de Kolwezi dans le sud de la République démocratique du Congo. C'est intéressant à savoir parce que voilà, il y a des opportunités parce qu'il faut offrir des alternatives à ces enfants et à ces familles qui ont besoin d'argent parce qu'il y a de la pauvreté également. Et du côté technologique, il faut le dire aussi, rares sont les entreprises qui jouent carte sur table. Apple, on en avait parlé dans un hors-série concernant le côté éthique de certaines entreprises. Apple est devenue en 2017 la première entreprise à publier le nom de ses fournisseurs en cobalt, mettant ainsi carte sur table et jouant le jeu de la transparence. Je ne voudrais pas nommer que Apple, et on dit encore que je suis un pro Apple. Dell et HP, par exemple, semblent également montrer de la transparence dans ce sujet. Dans le domaine des technologies, de l'automobile aussi, parce qu'on a aussi besoin maintenant de cobalt dans le milieu de l'automobile, c'est entre 20 et 30 entreprises parmi les plus puissantes au monde qui ne semblent pas vouloir prendre le problème à bras le cœur et ne pas faire, entre guillemets, montre d'exigence par rapport aux sources de cobalt. Voilà, et donc le problème est avant tout, on le sait bien, un problème de pauvreté, on l'a dit, pauvreté et précarité extrême. Alors, on prétend pas dans ce podcast régler le problème, soyons très très clairs, juste que vous y réfléchissiez de votre côté, que vous y pensiez un petit peu au moment d'acheter des appareils qui vous sont peut-être pas vraiment utiles, ou d'une marque qui vous semble peut-être pas nécessairement tout à fait éthique. Renseignez-vous avant, si ça vous touche, ce genre d'actualité vous touche, allez vous documenter, il manque pas de site, et croisez l'information aussi. Nous, on essaye de le faire à notre tout petit niveau avec ce podcast. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. On essaiera de vous donner des renseignements, mais vous pouvez faire la démarche aussi de votre côté. Je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter là-dessus, Marc, mais je pense que c'est important de le dire. C'est important de le dire, et honnêtement, alors, on ne va pas prendre position, évidemment. Les débats sont ce qu'ils sont. Notre intention n'est pas de rentrer dedans, sinon on va faire un podcast à part pour ça. Mais on sait que le monde fait face à une série de challenges. Celui dont tu viens de parler est un challenge sérieux, dont on parlait là pas assez. Et simplement, réfléchissez, les gens. On est tous capables de réfléchir, il faut juste vouloir un peu réfléchir. Ça nous oblige parfois à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, s'arrêter, se poser 2 minutes plutôt que se laisser aller. Mais vous verrez, une fois qu'on a réfléchi un peu, on se sent mieux. Oui, ça aide, en général. Premier élément, et après on passe à notre abécédaire, soyons clairs, on n'a pas voulu plomber l'ambiance. Si vous êtes toujours là, et on l'espère, tant mieux. Non, mais s'il y en a un qui a tourné le bouton parce que ça le dérangeait, voilà. Voilà. Chacun est libre d'avoir... Chacun est libre de ses opinions. On respecte tout. On respecte tout, effectivement. D'un autre côté, moi, il y a quand même un autre chiffre qui m'a heurté au plus haut point. 34,7 milliards d'euros. C'est ce qu'a rapporté une journée sur AliExpress lors de la journée des célibataires. Les célibataires, le 11 novembre. Moi, ce qui m'a plus choqué, je t'avoue, c'est le 1 milliard de dollars en 65 secondes. Oui, aussi. Ça va, c'est plus parlant.
Presque, oui, oui. Mais c'est quand même, enfin, je trouve ça affolant parce que on le sait tous. Hein, alors certains ont saisi l'opportunité d'acheter le truc qu'ils voulaient depuis longtemps à un prix plus intéressant. Je peux le concevoir, mais je pense qu'il y a aussi une majorité de gens, malheureusement, qui ont acheté des trucs complètement inutiles dont ils vont pas se servir. Et donc voilà, c'est de nouveau, ça, c'est un petit peu affligeant, quoi. C'est un peu, comme on disait, réfléchissez. Hein. Oui, mais en même temps, tu ne peux pas. On n'est pas là pour juger. Il y a des personnes qui se sentent peut-être mieux parce qu'elles font des achats. Il y a des personnes qui en ont peut-être besoin pour se rassurer. Il y a de toute façon des personnes qui le font uniquement pour des raisons qui leur sont propres et qu'il ne Oui, nous oui, appartient pas d'apprécier. on est d'accord. Mais disons que le chiffre interpelle quand même Voilà. dans le sens où, effectivement, on est conscient qu'un pourcentage non négligeable de ce qui a été acheté sera peut-être utilisé une fois, deux fois, puis finira Voilà. probablement dans les poubelles, si pas de l'histoire, mais en tout cas de leurs acquéreurs. Réfléchissez, comme on le disait. Voilà. C'est juste ça. On vous a juste Bon, demandé un truc de réfléchir. Voilà. on arrête de plomber l'ambiance, on passe à Ouais. l'abécédaire, on va parler d'Apple, comme ça on va se mettre tout le monde à dos. C'est parti. Comme, ça aurait pu être A comme Alibaba, mais du coup on l'a pas fait. Mais A comme Apple, donc qui sort son nouveau MacBook Pro, hein, si je dis pas de bêtises, sans tambour ni trompette, mais c'était quand même attendu. On en avait discuté avec Sébastien, l'autre Sébastien Le Chauve, qui l'attend depuis avec une certaine impatience ce Mais je nouveau l'attends MacBook aussi, Pro. parce que moi, j'ai toujours un vieux MacBook de 2012 qui fait bien le boulot, c'est Ouais. pas ça, mais sous Logic Pro et Catalina, il commence à yokeler un peu quand même. Quand je stack un peu trop sous Logic Pro, il a tendance à me dire non. Voilà. Ouais. Donc, il est temps que je commence à lui trouver un successeur. Alors, ça fait pas mal de temps que je réfléchis. MacBook Pro, Mac Mini. Les derniers Mac Mini sont des très belles bêtes. Et franchement, à moindre coût, il faut juste taper un écran en plus. Et puis, bon, je l'attendais pour voir un petit peu ce que ça allait être. Si je puis me permettre, dans la boucle, on peut faire aussi rentrer iPad Pro. Hein. Ça peut Mais rentrer. j'utilise un iPad Pro. J'utilise Oui. un iPad. Difficile, il est là, il ne quitte jamais. C'est mon bébé. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est parce que des fois, on dit c'est l'un et l'autre. Non, ça peut être l'un ou l'autre en fonction des besoins. Voilà. Lui, sous Logic Pro, je sais, on l'a jamais promis, mais on s'est promis à nous un jour qu'on ferait une série de hors-série sur la musique assistée par ordinateur. C'est tous les deux un truc qui nous plaît et on a de quoi raconter. Mais il faut le temps qu'on se pose. Bon, par exemple, juste pour vous dire, celui-là, par exemple, et son petit frère, parce qu'il y a un iPad Pro première génération à côté sur le synthé, ils me servent de télécommande en fait, de console de mixage. Ils sont tous les deux reliés avec Logic Remote et ils me servent de console. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc, on en était où? Apple a sorti un MacBook. Next. Non, sans déconner. Qu'est-ce qu'il a de nouveau ce MacBook? D'abord, effectivement, on n'en a pas vraiment parlé dans le sens où l'info est arrivée, elle a été distillée doucement. Il n'y a pas eu de conférence de presse, il n'y a pas eu d'annonce fracassante, il n'y a pas eu de keynote, etc. Simplement, il est arrivé. Et c'est quelque chose qu'Apple a tendance à faire de plus en plus régulièrement pour les renouvellements de gamme. Et ici, bon, qu'est-ce qu'il apporte? À part qu'il est plus grand. Effectivement, il est plus grand, il fait 2 cm de plus, il pèse, je crois, 150-200 grammes de plus. Il embarque la dernière génération de processeurs Intel, c'est-à-dire il fonctionne toujours avec un Core i7 avec un Core i9. Il embarque la dernière génération de chipset graphique Radeon Vega M. Dis pas de bêtises parce que je vous avoue, c'était un peu au pied levé aujourd'hui. Donc Radeon Pro 5500M pour être précis. Il démarre à 512 Go de SSD. Il monte jusqu'à 8 Tera de SSD. Ça fait beaucoup. Enfin, si vous faites du montage 4K, c'est un peu normal. Au niveau puissance, il est capable de traiter, si je me rappelle bien, 16 flux 4K vidéo en temps réel. Ça pose un peu. Bon, c'est pour la grosse version, Core i9 avec le gros radiateur à côté, je suppose. Là où en fait il y a un truc qui va faire plaisir à mon avis à beaucoup de monde, c'est que Apple par contre a revu sa copie en ce qui concerne le clavier. Vous savez, ce fameux clavier papillon qui a donné lieu in fine à des retours, à des programmes de récupération, à des programmes de réparation en masse. Et finalement, Apple a décidé d'arrêter complètement ce truc et ils sont pas repassés sur la technologie qu'ils ont sur les claviers normaux, c'est-à-dire des claviers à membrane standard, beaucoup plus durable, beaucoup plus solide, peut-être un peu moins hype, un peu moins sexy, mais beaucoup plus efficace. Sinon, à part ça, voilà, c'est une machine plus puissante que celle qui existait jusqu'à il y a quelques jours en tête de catalogue,
et qui a quand même l'avantage de rentrer au même prix que l'autre. Donc Oui. voilà. Si vous voulez absolument prendre un nouveau MacBook Pro, bah voilà, il est disponible dès maintenant. Et comme dit Apple, c'est probablement, enfin certainement la bécane la plus puissante, portable qu'ils aient jamais introduite dans leur gamme. Je pense que ceux qui ont attendu patiemment parce qu'ils voilà, ils se disaient, c'est un achat réfléchi en général, hein, quand on achète du matériel À ce Apple. niveau à ce niveau de prix-là, oui, quand même, Oui, parce parce qu'on qu'on est parle quand même de prix qui s'échelonnent entre 2007 et 5000 euros, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est un outil de travail, c'est un outil de loisir aussi, il faut bien le reconnaître, hein. Il y a un certain plaisir pour certains, en tout cas ceux qui aiment la marque, pas le dire pour tout le monde. Tout le monde n'est pas logé à la C'est même un bel enseigne. achat. C'est un bel Honnêtement, moi, achat j'hésite entre les deux. et donc, c'est un achat réfléchi, et je pense qu'il y a des gens qui rongent un peu leurs freins depuis un certain temps, qui sont sur des machines qui sont maintenant peut-être un tout petit peu datées, qui vont peut-être rentrer dans le refurb et avoir une seconde vie et faire plaisir à quelqu'un à un prix raisonnable, parce que c'est ça aussi l'intérêt d'avoir un réseau du type d'Apple, et qui là vont être contents avec cette machine. C'était un peu ce que Sébastien m'avait dit quand on en avait parlé, qu'il attendait avec impatience. Il était un peu déçu de la dernière keynote d'ailleurs, en se disant je vais devoir encore attendre, et combien de temps est-ce que je vais devoir encore attendre. On a connu exactement le même genre d'attente et d'impatience, rappelle-toi, avant les iMac, mais la nouvelle génération d'iMac avec l'écran super plat, là, enfin un peu bombé sur l'arrière. Il y avait aussi cette attente à un moment donné où les gens étaient un peu, voilà, j'ai un vieux Mac et là il commence à tirer la langue, j'aimerais bien, j'ai de quoi investir maintenant, et il n'y a rien qui vient. Bon, là, c'est venu, voilà. Mais il faut vraiment en avoir l'usage, et sans redire ce qu'on a dit au début, c'est pas un achat, voilà, coup de tête, quoi. Je veux dire, c'est pas, oh tiens, je vais m'acheter un Mac. Hein, juste pour Il rien. y en a certains, certainement, mais Oui, mais si vous disons avez une machine qui fonctionne correctement et qui ne tire pas la langue et qui fait encore bien le job, on peut peut-être encore attendre une génération, faut voir. Alors là, je pense qu'on est tranquille pour un petit temps quand même. Donc, voilà, c'est clair qu'on les change pas tous les jours, les Mac. Hein, donc, non. voilà. Non, je te dis, le mien, il tient très bien depuis 2012, et si je tire pas trop dessus, je suis sûr qu'il peut encore tenir 3-4 Oui. ans. Mais bon, simplement, il faut dire aussi que les systèmes deviennent de plus en plus lourds, les logiciels deviennent de plus en plus lourds, les besoins, et donc ce qui fonctionnait très bien, ou alors il faut que je réussisse à remettre la main sur un Logic Pro d'il y a... Mais je perds une série de trucs. Ça, il y a une obsolescence liée aux applications, au logiciel, il faut pas passer à côté aussi. Ça, c'est clair que voilà, ça c'est toujours un petit peu problématique avec certains éditeurs de logiciels en plus qui ont tendance à avancer un peu trop vite et de ne pas être nécessairement rétrocompatible. Et ça, c'est un peu gênant. Bref, on a fait le tour de cette question. Un bel objet. Si ça vous tente, si vous avez un commentaire à faire par rapport à ce bel objet, justement, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ils sont toujours les bienvenus. B comme Big Brothers, Google collecte discrètement les dossiers médicaux de millions d'Américains. Ça fait un petit peu froid dans le dos, ce genre d'informations, parce qu'on sait plus ou moins où ça peut conduire. Plus ou moins. Justement, étonnamment, c'est quelque chose qui a été très encadré, au point même que cette collecte a un nom, elle porte un nom, elle est architecturée dans un projet que Google a nommé le projet Nightingale, ce qui veut dire en anglais, enfin en français, le rossignol. C'est très poétique. À la base, en fait, Google s'associe avec un groupe médical qui s'appelle Ascension. Alors Ascension, ça vous dit peut-être rien. C'est le second groupe médical en taille aux États-Unis. Il gère de mémoire 2500 cliniques privées. Ça tape. Ces cliniques privées traitent à peu près 50 millions de personnes. Ça tape aussi. Et donc, en fait, dans le cadre de cet accord, Google voudrait utiliser les données de ces 50 millions de patients pour développer des systèmes d'intelligence artificielle qui vont aider les médecins à poser des diagnostics, à voir des choses qu'ils n'auront pas vues, en se basant sur le deep learning, l'intelligence artificielle, etc., qui, on le rappelle encore une fois, on aime trop le rappeler, ce sont des algorithmes. Voilà, on y reviendra après. Donc, évidemment, plus l'échelle est importante, plus le volume des données traitées et distillées par le système est important, plus la pertinence des résultats que le système va fournir sera affinée. Et donc, ça, c'est Google d'un côté, et de l'autre côté, Ascension, le groupe médical qui fournit les données,
est trop heureux de pouvoir fournir ce données dans la mesure où ça lui donne un droit de regard sur ce que Google développe, et surtout de pouvoir dire, là je voudrais ça, là je voudrais ça, là je voudrais ça, et finalement orienter le développement de tout ce qui est en train de se faire. Et donc, dans le cadre de cette collaboration, le traitement de toutes ces données tombe sous le coup d'une réglementation extrêmement stricte qui fait que les données sont traitées uniquement et exclusivement dans le cadre de ce projet. Et là, ça commence à partir en couille. Pourquoi ? Il faut savoir que Google, entreprise américaine, se doit de respecter deux lois principales aux États-Unis. La première, c'est ce qu'on appelle la HIPAA, ce qui est un acronyme qui veut dire Health Insurance Portability and Accountability Act. C'est-à-dire, c'est une loi qui a été votée en 96 de mémoire et qui organise en fait la transmission d'informations dans les assurances santé et les assurances maladie. Cette loi a été modifiée en 2009 par une autre disposition légale qui s'appelle la High-Tech Act et qui a étendu la possibilité pour les traitants, les organismes qui traitent des données médicales, de partager ces données avec ce qu'on appelle, de manière très vague, des business associates. Et c'est là-dedans que Google s'est engouffré pour pouvoir monter son association avec Ascension. Par contre, même s'il est clair que Google a effectivement respecté la loi, il n'en reste pas moins que le gros problème dans tout ça, c'est que les données ont été utilisées à l'insu du plein gré des 50 millions de personnes à qui les données appartiennent, et puis surtout qu'aucune anonymisation des données a été faite. Et donc, en gros, Google a eu accès à des dossiers médicaux complets, avec les noms des personnes, leur historique, etc. Et pas seulement des données statistiques médicales standardisées qui auraient permis à leur système expert ou à leur intelligence artificielle ou à leurs algorithmes de déjà pouvoir digérer et produire les résultats attendus. Donc, c'est surtout, encore une fois, au niveau éthique. Maintenant, pour se donner une idée du type de résultats auxquels ce genre de système in fine peut arriver, Google, toujours lui, a mené en 2017, si je ne me trompe pas, une expérience avec les universités de Chicago et de Stanford et de Californie, des données anonymisées cette fois de 216 000 patients. Il s'est avéré que l'algorithme qui a traité ces données a réussi à classifier les patients qu'on lui avait injectés dans 4 catégories. Ceux qui allaient mourir lors de leur hospitalisation, ceux dont l'hospitalisation allait être prolongée au-delà de la durée moyenne pour ce type d'affection, ceux qui allaient pouvoir sortir, mais seront probablement réadmis dans un délai de 30 jours suite à leur sortie, et ceux qui vont s'en sortir sans le moindre problème. Ce qui est assez effrayant, c'est que l'algorithme a tapé juste à 92%. 92%. Et ce qui est encore pire, c'est qu'en repassant les résultats en revue par la suite, les médecins, les experts qui avaient alimenté tout ça dans le système de Google se sont rendus compte qu'il y a certains cas pour lesquels ils ne comprenaient pas pourquoi, mais le système avait vu juste. Donc, c'est vous dire à quel point ces données vont loin. Ouais. Ces données permettent d'avoir des modèles mathématiques qui sont bluffants d'efficacité. Et quand on voit le résultat auquel on peut arriver, on comprend l'inquiétude que les organes américains de contrôle peuvent avoir aujourd'hui quand ils se rendent compte que toutes les données qui sont utilisées aujourd'hui dans le cadre de cette venture entre Google et Ascension sont des données finalement totalement libres, dans le sens où elles sont complètes, elles n'ont pas été anonymisées et elles sont surtout riches. C'est-à-dire qu'on a vraiment des profils complets de A à Z. Imaginez maintenant ces informations entre les mains de votre assureur. Ah ben ça, c'est le truc dont on a tous peur, c'est la prime d'assurance qui tombe et qui augmente parce que vous êtes passé chez le médecin et qu'il vous a dit que vous avez un petit accroc de santé. Là, ça, c'est l'argument qu'on prend chaque fois, il faut être clair. Je peux en trouver un autre. Imaginez que ça tombe chez votre employeur. Aussi. Voilà, c'est le genre de choses qui, voilà, ça n'a rien à faire entre les mains d'une personne que vous n'avez pas choisie. Absolument. Et ça n'a rien à faire, en gros, aussi en dehors des mains d'un médecin Alors, la question, que vous n'avez pas choisi. Donc, dans la mesure où les données auraient été correctement anonymisées, où on aurait juste extrait les éléments nécessaires des dossiers médicaux,
OK, ça passe. C'est vraiment encore une fois la manière de faire et on se rend compte une fois de plus que finalement, à bien y réfléchir, le Don't be evil de Google n'est plus qu'un vain mot. Alors qu'à côté de ça, ils font des choses formidables. Oui, Par je suis exemple, certain que ça partait d'une bonne intention. oui, Simplement, c'est encore une fois la méthode qui fait que. oui, enfin, ceci étant dit, rappelons quand même que le fonds de commerce de Google, c'est la vente d'informations privées. Hein. Ça reste leur core business. Mais en attendant, leur base de données, par exemple, je pense que c'est sur les maladies de la peau qui permet d'analyser les boutons, les traces que vous avez sur votre peau, etc. et qui rendent un diagnostic précis à 99%, donc bien au-delà de ce que l'œil d'un médecin, même un exercé, peut atteindre. Ça a une vraie valeur ajoutée pour la médecine et pour la santé des gens. Mais si c'est pour nous faire payer plus cher ou pour que ça se retourne contre les individus, là, ça, effectivement, ça pose un petit souci quand même. Enfin, quand je dis petit, c'est un euphémisme, évidemment. Gros souci. C'est comme conscience. Ouais. Comment aborder ce sujet? J'ai mis conscience. Non, j'ai mis conscience parce que c'est le mot-clé. Oui. Je vais pas dire qu'on va commencer à faire du putaclic, mais j'ai mis conscience parce que je trouvais que le truc était assez, assez typé. Voilà. On va parler d'un monsieur que les plus anciens d'entre nous, dont les plus anciens d'entre nous se souviennent certainement avec une certaine affection parce qu'il nous a donné quand même des heures d'amusement et des heures de joie devant des titres aussi monolithiques que Doom et Quake. Je parle de monsieur John Carmack, qui est le fondateur de ID Software, qui est l'une des premières grosses boîtes de jeux vidéo, qui est passé à l'époque chez Oculus en 2013 pour aider Oculus à développer son système de réalité virtuelle avant que ce soit Facebook qui le bouffe. Il est d'ailleurs toujours au bord de Oculus, hein, il n'a pas bougé, il est toujours CTO chez Oculus, même s'il a décidé de se restreindre un petit peu et de passer de CTO à consultant CTO. Et la raison qu'il donne, en fait, c'est très simple, c'est qu'il veut trouver le temps de travailler sur ce qu'on appelle des intelligences artificielles fortes. Alors, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle forte ? Une intelligence artificielle, on l'a dit, ce sont des algorithmes. On le répète suffisamment, ce sont des suites d'instructions qui réagissent à des contextes, qui réagissent à des données qu'on leur injecte, qui sont capables dans une certaine mesure, mais dans une mesure qui est clairement balisée et définie par les concepteurs, même si ça peut avoir des effets de bord. On se rappelle de ces assistants de ces intelligences artificielles qui ont fini par inventer un langage entre elles. Ouais. Bon, c'était un peu anecdotique, mais ça peut arriver, parfois les effets de bord. Alors, même si ça reste quand même aujourd'hui quelque chose qui peut faire peur, et je sais qu'il y a des gens, pour en discuter parfois autour de moi, je sais qu'il y a des gens qui voient ça un peu arriver comme la singularité qui va faire basculer l'humanité, soit dans une ère de prospérité sans nom, soit avec le scénario de Terminator, on va tous y passer. Généralement, les gens sont très tranchés, il n'y a pas vraiment de... C'est très binaire, oui. C'est très binaire. Et donc... les intelligences artificielles telles qu'on les connaît aujourd'hui, finalement, ça reste des applications, ça reste des programmes. D'ailleurs, c'est pas difficile, on vous vend de l'intelligence artificielle là-dedans, hein, parfois. Donc. Non, l'intelligence artificielle forte, elle a ceci de particulier qu'elle elle est non seulement capable d'imiter une activité cognitive humaine, ce que beaucoup sont déjà capables de faire, mais elle irait un poil plus loin en ayant conscience d'elle-même. Et là, effectivement, on touche à quelque chose qui est éthiquement extrêmement délicat. C'est le fait d'avoir une intelligence artificielle qui finalement serait capable de passer avec succès le fameux test de Turing. Oui. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Si le sujet vous intéresse, recherchez simplement sur Google, test de Turing. Un test de Turing, pour résumer très simplement, Turing, on le connaît, le mathématicien qui a notamment travaillé sur la machine, voilà, le décryptage pendant la guerre des messages qui étaient envoyés par les machines de codage allemandes, les machines Enigma. Il a développé, théorisé un test qui permettrait de déterminer de manière totalement impartiale et à l'aveugle si
l'entité, je dis bien l'entité, avec laquelle on dialogue sur une série de questions, sur une série de sujets, sur une espèce de canevas, Une grille, quoi, oui. voilà, une grille, si l'entité en question a conscience de sa propre existence ou pas. Et le jour où une intelligence artificielle sera capable, avec succès, de passer le test de Turing, on pourra déterminer que cette intelligence artificielle a conscience d'elle-même. Alors, à partir de là, évidemment, tous les fantasmes sont ouverts. D'un côté, on vous l'a dit, c'est très binaire. D'un côté, il y a ceux qui partent du principe que l'humanité est foutue. Elle n'est pas foutue maintenant, mais elle le sera encore plus. De l'autre côté, il y en a qui partent du principe que voilà, les intelligences artificielles conscientes seront forcément des entités bénévolentes, ce sont des entités bienveillantes, ce seront des entités qui auront à cœur la survie et le bien-être de la race humaine, et donc nous allons entrer, grâce à leur puissance de calcul, leur puissance tout court, dans une ère de prospérité comme on n'en a jamais connu. Alors, il y en a certains qui sont un peu plus tranchés que ça aussi. Il y a quand même, alors je crois que c'était en 2015-2016, Elon Musk en avait déjà fait partie à l'époque, plus de 1000 experts en robotique, en intelligence artificielle et en sciences de haut niveau. On a quand même retrouvé là-dedans des gens, comme je l'ai dit, Elon Musk, Stephen Hawking, Noam Chomsky, ont signé une lettre ouverte pour limiter ce qu'on appelait encore à l'époque pas les intelligences artificielles fortes ou les intelligences artificielles conscientes, on appelait simplement ça les intelligences artificielles militaires. C'est comme d'habitude, on sait que c'est probablement avec des gros guillemets, du côté du secteur militaire que les avancées les plus fortes seront faites en la matière, tout simplement parce que les motivations derrière sont autrement plus susceptibles de donner un résultat que les motivations d'ordre civil. C'est triste à dire. Finalement, quand on regarde un peu dans l'histoire, pas mal de découvertes que nous utilisons aujourd'hui, pas mal d'avancées technologiques que nous utilisons aujourd'hui, ont d'abord été mises en application dans un secteur militaire. Oui. Bon. Ou financé par un État, j'ai envie de manière beaucoup plus large. Parce qu'on pourrait dire la même chose de la conquête spatiale financée par la NASA et par l'État américain, qui a conduit aussi à pas mal de trouvailles qu'on retrouve maintenant dans notre cuisine, par exemple. Ouais. Et donc, en fait, la crainte de tous ces signataires de cette lettre ouverte, c'était que le secteur militaire, le secteur de l'armement, de l'industrie de l'armement, arrive à accoucher dans un délai relativement rapide d'intelligence suffisamment autonome que pour pouvoir être lâché sur un terrain, dans un champ de bataille, et pouvoir faire le travail toute seule. Donc là, on est clairement sur le fantasme Terminator. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est très, très, très loin de Skynet. Même si l'intelligence artificielle, les capacités de traitement grâce aux algorithmes et aux méthodologies du deep learning, etc., permettent de faire des choses qui, pour certains, paraissent de la magie. C'est vraiment ça. On est très loin d'une intelligence consciente, c'est-à-dire une intelligence vraiment capable de pouvoir appréhender sa propre existence. Parce que tout simplement, aujourd'hui, pour arriver à pouvoir conceptualiser une entité non humaine qui serait capable de conscience, il faudrait déjà qu'on puisse théoriser ce qu'est la conscience. Et ça, je vous rassure, c'est quelque chose sur laquelle... Ça touche à la philosophie. Scientifiques et des centaines de physiciens et des centaines de philosophes se cassent les dents depuis beaucoup de temps. Et la conscience, finalement, c'est quelque chose de tellement immatériel, c'est quelque chose de tellement intangible que tant qu'on n'aura pas réussi à mettre la conscience en équation, il y ait peu de chances qu'on arrive à développer une intelligence artificielle réellement consciente. Parce que dire qu'une intelligence artificielle est consciente, elle peut l'être, mais elle peut l'être de nouveau dans une certaine gamme de réactions qui ont été prévues par ses concepteurs, dans une certaine gamme de réactions qui ont été anticipées, mais finalement, qu'est-ce que la conscience? Donc, tant qu'on n'y est pas arrivé. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour les plus
littéraires d'entre vous, si vous ne l'avez pas encore lu, il y a un bouquin qui est fantastique à ce niveau-là, ça s'appelle Destination Vide. C'est un bouquin qui a été écrit par Frank Herbert, le papa de Dune. Oui. Tous les aficionados de science-fiction connaissent Dune. Il a écrit d'autres bouquins, il a écrit Destination Vide, il y a eu d'autres bouquins après, mais moins axés sur le sujet. Le premier bouquin traite vraiment de l'émergence et de la création d'une intelligence artificielle consciente. C'est passionnant, il faut voir, parce que derrière ça, il y a toute une théorie scientifique qui tient le coup, qui tient la route, qui est un peu dépassée parce que le bouquin a été écrit il y a pas mal de temps, mais si vous aimez ce genre de truc, lâchez-vous. Déjà, c'est du très bon space opéra, c'est très bien écrit. Eh bien, encore une bonne référence de tonton Marc. Voilà. Tonton Marc, mais oui, c'est important aussi, effectivement. Ce qu'on appelle le plus souvent aujourd'hui intelligence artificielle, c'est souvent un excès de langage. Hein. Ce sont des algorithmes et c'est toujours dans des fonctionnalités très étroites. Hein. Voilà, c'est pas des intelligences artificielles à tout faire. Vous ne pouvez pas lui demander de cuisiner une tarte et puis juste après de démonter une roue de bagnole, par exemple. Alors, une intelligence artificielle qui pourrait conceptualiser une tarte, ça peut exister, qui démontrait une roue de bagnole aussi, mais rarement la même machine fait les deux. Donc on est quand même très très loin de l'intelligence artificielle qui pourrait remplacer l'être humain dans tout ce qu'il a l'habitude de faire au quotidien. Hein. Ça me semble assez évident. Alors on y arrivera peut-être un jour, mais je doute que ce soit de notre vivant. Voilà. Enfin, pas que, on ne sait jamais. Notre espérance de vie... 3884. Oui, c'est ça. J'étais en train de réfléchir. C'est 53 ans plus. Enfin, bref. La lettre G comme Google. Ça, c'est un truc. Ça, je trouve ça. Voilà. Enfin, tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Mais le Waze des transports en commun, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, là, il y a un truc. Ça réfléchit pas mal. Évidemment, c'est Google qui l'a fait, mais peu importe. Il y a une idée. C'est Google qui l'a fait. C'est Google qui l'a fait, encore une fois, en capitalisant sur une des boîtes qu'ils ont rachetées, Waze, pour ne pas le nommer. Oui, oui. Donc Waze fait partie de Google depuis 2013. avait été racheté cher à l'époque, $1 milliard, je crois, un truc du style. Et au fil des années, c'est clair que Waze a capitalisé sur cette acquisition. Ils ont utilisé les technologies développées dans Waze pour améliorer Maps. Tel point qu'aujourd'hui, Maps devient vraiment une alternative tout à fait crédible à Waze en matière de gestion du trafic, de prévision, de signalement des radars, de signalement des accidents, des déviations, etc. Donc, moi, je me surprends souvent à utiliser Maps directement plutôt que Waze. Et finalement, les résultats sont tout aussi bons. Pour avoir des résultats sur le temps de parcours, par exemple, le comparer à un temps de parcours en transport en commun versus un temps de parcours en voiture versus un temps de parcours à vélo, c'est des fois très, 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 très intéressant parce qu'on se rend compte que si on avait un vélo, on irait peut-être plus vite que si on prenait la voiture, par exemple, dans certaines villes. On serait plus mouillé en Belgique, mais voilà. Oui, mais bon. On serait à l'heure. Et donc, pour capitaliser encore plus sur l'acquisition de Waze, ils ont décidé d'intégrer la partie collaborative de Waze, puisque Waze, à la base, c'est un système collaboratif où chaque utilisateur alimente le système avec des informations. Là, il y a un accident, là, il y a une déviation, là, il y a des flics qui flashent, là, ci, là, ci, là, ça. Et donc, ceci a été compilé dans un nouvel outil qui s'appelle Pigeon Transit. Alors, ça paraît un peu marrant, je l'ai prononcé avec l'accent américain, Pigeon Transit, mais c'est une application. Alors, ne vous précipitez pas, pour l'instant, elle n'est disponible qu'aux États-Unis, c'est-à-dire à New York, Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco et Washington, D.C. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Waze des transports en commun ? Tout simplement parce que la dimension collaborative est de nouveau au centre du système. Et donc, c'est un service participatif qui propose globalement de signaler tous les retards, tous les couacs qui pourraient intervenir sur un système, sur un réseau de transport en commun, que ce soit bus, métro, train, etc. Donc déjà, ils ont intérêt à surévaluer la capacité des serveurs quand ils viendront chez nous, parce qu'avec la SNCB, ils vont se flinguer complètement. Le truc qui est pratique aussi, c'est que le système apprend de vos habitudes. Et donc, permet de savoir que tel jour, vous avez l'habitude de prendre telle ligne de métro, mais que comme telle ligne de métro est en travaux parce que certains utilisateurs ont signalé qu'il y avait des perturbations, il peut vous rediriger, etc. Donc, c'est encore une fois l'aspect social qui ajoute la dimension à ce qui finalement n'est grosso modo qu'une application de guidage, mais de nouveau décliné sur quelque chose où
Ou on l'attendait pas vraiment, parce on a tellement l'habitude de travailler avec Waze ou avec des applications de guidage. Finalement, bon, les GPS qu'on avait dans les voitures avant autonomes ne se vendent quasiment plus. Ouais. On est tous connectés à ça. Et puis derrière ça, il y a aussi tout l'aspect social au sens réseau social, où les gens vont pouvoir se partager la performance d'un musicien de métro qui est particulièrement bon, ou il y a une station de métro qui est dégueulasse, où il faudrait peut-être nettoyer un peu plus souvent, ou voilà. Ouais. Ça pourrait être partagé sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc c'est vraiment un système collaboratif qui a plusieurs dimensions et qu'on va certainement voir débarquer dans un futur plus ou moins proche chez nous en Europe, le temps qu'ils aient modélisé toutes les lignes, etc. Oui, c'est ça. Ce qu'ils ont déjà fait, vu que la majorité de ces lignes sont déjà modélisées dans Maps, Oui. vu que vous pouvez déjà faire des simulations de trajet en transport en commun. Moi, je trouve ça c'est une super bonne idée parce que en plus de ça, c'est un incitant aussi pour prendre les transports en commun quelque part, de se dire voilà, on n'est pas paumé, on sait où on va, on sait où on met les pieds, on sait ce qui va se passer, on est un peu prévenu de ce qui se passe. Il n'est pas rare, malheureusement, qu'il y ait des pannes de métro, de bus, etc. Quand on est coincé dans le bus ou dans le métro et qu'on ne sait pas ce qui se passe, c'est un petit côté angoissant. Ça peut aussi suppléer aux carences de certains services de transport, faut-il le dire. Donc voilà. Donc ça, je trouve ça plutôt positif, à voir ce que ça va donner en bout de course, c'est les bonnes collaborations, parce que c'est ça aussi qui rentre en ligne de compte, j'imagine, bonne collaboration avec les acteurs régionaux, les opérateurs locaux, parce que sans eux, ça me paraît quand même très très compliqué d'obtenir des informations pointues. Bonne idée, le pigeon. Ouais. Et pigeon transit, un pigeon qui digère très bien, merci. J comme justice, c'est là que j'ai perdu ma conduite, non, elle est là. J comme justice. Ah oui, c'est une toute petite news, mais c'est un peu intéressant de le savoir si on voyage aux États-Unis, par exemple. Voilà. C'est une toute petite news que j'ai vu passer. Il n'y a pas grand-chose à en dire, mais effectivement, elle a son importance. En fait, ce 12 novembre, donc c'est tout récent, à la Cour fédérale de Boston, s'est opposé à ce que les agents des douanes et des contrôles des frontières aux États-Unis aient le droit de fouiller de manière arbitraire les appareils électroniques des voyageurs qui rentrent sur le territoire des États-Unis. Donc on sait que depuis quelques années, ça remonte déjà à l'époque de la présidence d'Obama, les douanes américaines, les officiers des douanes américaines avaient reçu des pouvoirs étendus et pouvaient, de manière totalement arbitraire, c'était franchement la tronche du client, décider que, voilà, toi tu viens ici, je prends ton ordinateur et je regarde tout ce qu'il y a dedans et tu es obligé de me le déverrouiller comme ton smartphone. Et si tu n'es pas content, tu reprends l'avion, mais tu laisses ton matériel, mais tu rentres chez toi. Oui. En gros, c'était ça, je caricature à peine. On a eu pas mal de cas et de récits de personnes qui s'étaient fait comme ça malmener totalement et qui finalement, ça avait été fait pratiquement souvent sur du délit de faciès, sur des suspicions sans aucun fondement. Eh bien, il y a plusieurs groupes de défense des libertés, la CLU et la Electronic Frontier Foundation, qui se sont mis ensemble et qui ont déposé une plainte auprès de la Cour fédérale de Boston qui leur a donné raison. Alors, nul doute que maintenant, cette décision va faire jurisprudence. Et donc, il est heureux, finalement, de constater qu'on va enfin pouvoir de nouveau voyager de manière plus safe, sans avoir à se soucier de commencer à préparer un téléphone avec absolument rien dedans ou devoir commencer à avoir des sueurs froides parce qu'on a dans son ordinateur des documents qui pourraient être sensibles professionnellement. Je te coupe 2 secondes, mais c'est rigolo parce qu'on en parlait entre nous en aparté par rapport à la Chine. Avec la Chine. Et je connais quelqu'un qui est parti en Chine pour faire un stage et à qui on a conseillé de partir avec un téléphone bon marché, neuf, sans installer dessus des applications type Messenger et autres, parce que de toute façon, ça passerait pas, ou ça poserait problème, ou ça risquait d'être susceptible de le mettre en difficulté, etc. Et donc, on ne prend pas de risque. Ça, c'est la Chine. Mais c'était le cas aussi avec les États-Unis. C'est fou, quand même. Oui, sauf qu'aux États-Unis, tu peux toujours te trimballer avec Messenger, WhatsApp et tous les autres. Simplement, on commence vraiment de plus en plus souvent. On t'incite fortement, lorsque tu fais une demande d'entrée aux États-Unis, avec la fameuse procédure, à renseigner tes identifiants de réseaux sociaux. On ne te demande pas encore ton login, ton mot de passe, mais ça risque peut-être de venir un jour. Alors, je pense que Marc les donne. Est-ce que cette loi-ci va avoir une répercussion sur ces procédures? Ça reste à espérer. Par contre, tu parlais de la Chine. Moi, j'ai vu passer hier ou avant-hier
une actu comme quoi, en Russie, outre leur fameuse expérience de découplage de l'Internet mondial, ils voudraient que n'importe quel appareil qui rentre en Russie, comme ce qui s'est passé en Chine, se voit installer des petites applications qui permettent de renifler tout ce que tu fais. Ouais, Effectivement. Bon, j'ai envie de dire, il y a des pays où il vaut mieux pas aller, quoi. ouais. Mais de notre côté, quand on entend des gens chez nous, dans nos pays, se plaindre du manque de liberté, on a envie de relativiser quand même un petit peu, quoi. Voilà. Il y a un petit peu de ça aussi. Peut-être envie de les inscrire pour un visa là-bas, quoi. La lettre M comme Motorola qui réinvente le téléphone à clapet. On se rappelle, c'est un gros succès commercial de Motorola à l'époque des GSM. Ce téléphone qui se pliait en deux, qui faisait en gros 7 cm sur 5 une fois replié. Que l'on portait à la ceinture. Aujourd'hui, c'est totalement ringardisé. Il y a toute une génération. Il n'y a pas que Motorola qui l'a fait. Ericsson l'avait fait aussi. Sûr. Il y a eu plusieurs générations. Mais je me demande si Nokia n'avait pas sorti une version. Et celui-là, il était particulièrement stylé, comme on dit. Il était beau. C'était une belle bête. On avait tous envie d'en avoir un. C'était le signature de richesse. Oui, c'était juste avant les BlackBerry, quelque part. C'était le mode du BlackBerry. C'était un peu la suite logique du Motorola. Enfin, bref. Là, tu viens de perdre tous les auditeurs de moins de 25 ans. Les Black quoi. Voilà. Motorola donc réinvente le clapet. Il réinvente le clapet. Mais bon, comme il faut bien réinventer les choses, c'est un téléphone à clapet, mais vendre un téléphone à clapet en 2019, ça n'a pas de sens, sauf si tu habites au Japon ou en Corée, où là, ils en font beaucoup. Non, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, grosso modo, Motorola a réussi à faire le second téléphone à écran pliable. Vous vous rappelez, il y avait eu le Galaxy Fold, qui était mal sorti, qui avait ressorti, qui s'était de nouveau planté. Donc, grosso modo, c'était un gros flop pour Samsung, même si on en a parlé, soit. Et donc, ici, Motorola a ressorti le concept. Alors, c'est assez amusant parce que quand vous voyez le téléphone, ça ressemble effectivement de manière très proche visuellement au Razr originel. La seule différence, évidemment, c'est que la caméra a été adaptée. Maintenant, c'est une 16 mégapixels. Il y a un petit écran OLED sur le dos qui vous donne en permanence les informations de notification, etc. Et à l'intérieur, vous avez un écran de 6,9 pouces, je crois, un truc du style, 6,2 pouces, flexible, totalement flexible. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'ils ont développé un système de charnière qui assure que la courbure intérieure en mode plié n'est pas trop fermée pour ne pas que l'écran claque, parce que bon, il y a quand même des petites contraintes, mais quand vous voyez la vidéo en gros plan du truc qui ferme, c'est vraiment l'écran flexible. C'est assez impressionnant. Ce qui est impressionnant aussi, c'est le prix. Et là, ça m'amène une petite réflexion. On est à un téléphone qui, au niveau des performances et au niveau des caractéristiques, ça embarque un Snapdragon 710, c'est du moyen de gamme. Ça embarque finalement des caractéristiques 16 mégapixels, aujourd'hui c'est du tout venant. La RAM, la capacité de batterie, voilà, c'est un téléphone sous Android comme il y en a des centaines, à part qu'il a un écran pliant, $1 500. On est au niveau d'un iPhone 11 Pro Max. Ah oui. Alors, j'ai eu l'occasion de voir, alors évidemment, j'ai lu divers articles pour bien comprendre là où était l'intérêt du truc, et tous les articles finalement concluent de la même manière. Et ça rejoint un peu ce que je pense, c'est-à-dire qu'on dirait que depuis quelque temps, ça dure depuis peut-être 1 ou 2 ans, c'est un mouvement qui a été un peu initié avec Apple, et puis Samsung a pris le relais, et puis d'autres marques ont pris le relais. On a l'impression que finalement les innovations technologiques, les non-innovations technologiques, les évolutions technologiques que l'on retrouve dans les smartphones ne sont que des prétextes à tirer le prix vers le haut dans des proportions qui frisent l'indécence. Alors, bon, je suis peut-être mal placé pour en parler parce qu'après tout, bon, je reste un geek, j'aime bien avoir du matériel varié, etc. Mais je reviens toujours à la même chose. J'ai changé de téléphone il n'y a pas longtemps. J'ai pris le dernier OnePlus parce que j'aime bien cette marque, j'ai toujours adoré. Ce téléphone coûte 479 €. Il fait tout ce dont on a besoin. Il y a 128 Go de mémoire, il y a un appareil triple objectif, il fait du grand angle, il ne lag jamais. Et voilà, c'est une bestiole absolue. À côté de ça, la même bécane chez Apple, ça vous coûte 1 500 €. Est-ce qu'il n'y a pas de nouveau un engorgement
dans l'innovation et que finalement, le seul facteur de différenciation aujourd'hui, c'est l'audace de faire payer le consommateur des prix qu'il est d'accord à payer, hein, soyons bien d'accord, qu'il est d'accord de payer uniquement pour se démarquer de la concurrence. Mais si c'est le cas, j'espère que je me trompe parce que c'est un peu triste. Oui, parce que, enfin Il voilà, n'y a de plus nouveau. l'étincelle. Oui, Ouais. c'est une espèce de course à l'appareil le plus cher, j'ai l'impression. On a eu un semblant de course comme ça à une époque, rappelle-toi, avec les GSM, c'est encore un chapitre vieux con, hein, mais Nokia avait sorti une gamme d'appareils un peu dorés, un peu bling-bling, Oui, 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 oui. qui n'avait rien de plus que le modèle Non. en simple plastique gris ou noir, mais qui était un peu bling-bling. On est un peu dans le bling-bling, là. Le bling-bling technologique, j'ai l'impression. Oui, mais bon, ceux qui veulent du bling-bling technologique, le lendemain de l'annonce de l'iPhone 11 Pro, il y a une société russe, c'est une bêtise, enfin, il me semble que c'était russe, Mhm. qui annonçait une version à 45 000 $, tout simplement parce que la coque avait été rehaussée, elle avait été dorée à leur fin, Oui, c'est 24 ça. Ouais. carats, Elle avait été préparée, quoi. elle avait été préparée, Ouais, quittée avec des diamants, voilà. ouais, enfin voilà. Et si les gens qui veulent faire bling bling, ils trouveront toujours moyen de faire bling Ouais. bling. Mais le bling bling n'est pas la raison d'être du mainstream. Or, un téléphone, c'est le truc le plus mainstream qui existe, qui devrait être le plus mainstream. Alors, je fais une toute petite parenthèse, sans vouloir une fois de plus, je vais encore me faire fusiller parce qu'on va dire ah il est pro Apple, etc. C'est pas le cas nécessairement. Ils ont de bons produits, certes, il y en a d'autres qui sont bons aussi. Tu as cité OnePlus, j'ai eu le premier moi, le premier OnePlus, le J'en One. ai eu un, il fonctionne toujours. Ma femme Moi, l'utilise moi comme il lecteur fonctionne MP3. moins bien, mais il Ah, il fonctionne. fonctionne Il peut toujours, elle fonctionner. l'utilise comme lecteur MP3. Par rapport à l'iPhone 11, si vous en avez un usage professionnel, c'est un peu comme la voiture de société. En Belgique, on a les voitures de société. Je le dis à l'adresse de nos auditeurs français et autres, c'est qu'on a voilà, une facilité en Belgique, c'est qu'un employeur peut mettre à disposition un véhicule à son employé. On appelle ça une voiture de société. C'est un espèce de revenu supplémentaire. Et donc, c'est là qu'on va retrouver toutes les marques du type BMW, Mercedes, des trucs que le particulier a du mal à se payer, il faut le reconnaître. Hein. Mais il y a un marché chez nous. Voilà. Je pense qu'au niveau professionnel, quand on en a un usage intensif de son téléphone et de la caméra, parce que c'est quand même un photophone, comme on dit, assez puissant et très bien foutu, hein. Il y a les applications qui sont développées pour fonctionnent très bien aussi. Il n'y a pas de raison de s'en priver, j'ai envie de dire, presque. Non. Mais je ne vois pas ce que, en termes de fonctionnalité, le fait de le plier en deux, le téléphone, hein, ça va ajouter quoi que ce soit et que ça justifie un tel tarif. Voilà, c'est pas une fonctionnalité, c'est juste un truc, un gadget. Ouais. Et voilà, donc ça a peu d'intérêt, je trouve. Surtout que l'un des trucs Avis qui était mis personnel. en avant, l'un des trucs qui était mis en avant avec le Razer ici en question, c'était, c'est un peu quand même, c'est à la fois furieusement nostalgique et la limite du what the fuck. C'était une skin pour Android, une sorte de launcher, qui reproduisait à l'identique le fameux clavier. Tu te rappelles le clavier Oui, du Razer, tout à fait particulier. oui. Et donc, vous avez un truc à 1500 boules qui ressemble grosso modo à un téléphone de 2007. Oui, enfin voilà. Voilà. Le prix de Moi, la nostalgie est cher, hein. oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autant plus qu'on rajoute de la mécanique là où normalement il ne devrait pas y en avoir, hein, dans ces appareils Ouais. aujourd'hui, à part un bouton éventuellement, et encore de plus en plus, le bouton mécanique en tant que tel disparaît. Là, on rajoute de la mécanique là où il n'y en a pas, donc forcément c'est le truc qui va casser. Euh, c'est une obligation. Donc voilà, pas content. Pouce vers le bas pour ce truc-là. Oui, je tiens à signaler que si vous mettez des pouces vers le haut, c'est pour dire que notre podcast ou notre vidéo vous plaît. Ne cotez pas les sujets avec les pouces parce que sinon on n'a pas fini de se mélanger. Donc voilà. Mettez-le plutôt en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si vous voulez partager votre opinion, parce que c'est ça l'idée, c'est de partager une opinion sur base d'une information que l'on a trouvée. Voilà. On est à la lettre P comme paiement. On a reparlé de ça aussi. C'est un moyen de paiement signé Facebook, une petite news également, un moyen de paiement comme il en existe plein maintenant, même chez Google par exemple, il y a ce type de moyen de paiement. C'est la même idée quelque part. C'est exactement la même idée. Facebook s'est dit, après tout, tous les autres le font, pourquoi je ne Ouais. le ferai pas? Ouais.
De toute façon, via Messenger, je permets déjà aux gens de partager de l'argent. Via Facebook, je permets déjà aux gens de se payer les uns les autres. Et donc, finalement, puisque j'offre des possibilités de faire des transactions, autant harmoniser le tout. Et donc, à partir de début 2020, ça a été annoncé le 12 novembre, je crois aussi, donc à partir normalement début 2020, via Facebook Pay, c'est le nom officiel, la plateforme permettra, que ce soit via Messenger, Instagram, WhatsApp et bien sûr Facebook, de faire des paiements, d'acheter, de faire des dons, de transférer de l'argent, donc tout ce qui était déjà possible. Alors, évidemment, là où je vous vois venir, c'est que, oui, mais c'est un truc qui va probablement court-circuiter Libra. Non, ça n'a rien à voir. C'est deux trucs totalement séparés. Libra est déjà en train de se flinguer tout seul de manière assez correcte pour qu'on ne l'enfonce pas le clou dessus. Donc, voilà, ils ont simplement pris l'opportunité en marche. Tout le monde fait des systèmes de paiement. Google le fait, Apple le fait, Samsung le fait. Il n'y a pas de raison que Facebook ne le fasse pas. Ça fera un acteur supplémentaire, ça ajoutera de l'émulation, ça ajoutera de la concurrence. Et finalement, ça permettrait quoi? Ben voilà, une fois que vous l'aurez configuré, vous pourrez y associer des cartes de crédit, vous pourrez y associer un compte PayPal. Alors pour l'Europe, on ne dit pas encore si vous pourriez y associer votre compte en banque direct via un mandat SEPA. Je suppose que ce sera le cas le jour où ça débarquera chez nous. Je ne sais même pas encore quand c'est prévu. Pour l'instant, c'est juste US only, comme d'habitude. Le temps d'essuyer les plâtres, d'ajuster un peu les trucs. Mais voilà, donc, ça sera compatible avec le wallet officiel Facebook. On continuera à vous fournir les informations au fur et à mesure qu'on les a. On suivra la chose. Petite note, évidemment, ça coule de source, mais on le précise quand même. Facebook ne stocke aucune information d'ordre financier. Facebook ne stocke aucune information autre que celle strictement nécessaire et ne va certainement jamais se permettre d'utiliser les données et de trucs que vous achetez pour vous proposer de la pub. Comme ça, vous le savez. Voilà. Est-ce que ça va être lié fondamentalement au marketplace de Facebook? Ça risque. C'est quand même, à mon avis, le marketplace, ça fait un certain temps qu'il rame pour le faire démarrer, parce que finalement, leur ambition, c'est que le marketplace Facebook détrône des trucs comme eBay. Or, eBay reste quand même le numéro 1. Maintenant, est-ce que Facebook Pay va être intégré chez eBay? Ça reste... Ce serait malo, par exemple, de voir Facebook Pay intégré chez Amazon. Ça reste de l'ordre de l'hypothèse un peu absurde, j'ai envie de dire. Enfin bon, il ne faut pas oublier, Facebook, c'est quand même 2,5 milliards d'utilisations dans le monde à travers les différentes plateformes. Il y a quand même de quoi faire. La petite news qu'on avait ratée, forcément, la semaine dernière, en tout cas dont on n'avait pas parlé dans l'épisode de la semaine dernière, concerne Sonos et Ikea, Marc, et les fameuses enceintes de Sonos, conçues, on va dire, en bonne intelligence et distribuées par Ikea. Voilà, les enceintes Symfonisk. Voilà. J'en ai acheté une d'ailleurs. Je sais pas, bon, évidemment, après tout ce que Bruno vous a fait comme hors-série sur l'univers Sonos, on va pas vous faire l'injure de vous refaire un hors-série sur une enceinte Ikea. Mais voilà, effectivement. Mais je rappelle quand même que si vous voulez, comme moi, j'ai voulu vous initier à l'univers Sonos, moi qui ne jurais que par Logitech, mais Logitech étant mort à ce niveau-là, il fallait bien remplacer un peu le truc. Donc, moi qui voulais m'initier un peu à l'univers Sonos, les enceintes d'IKEA constituent vraiment une entrée en matière tout à fait convenable. Donc, on rappelle, les prix sont... Moi, je parle de la grosse enceinte, je ne parle pas de la lampe, dont la qualité de fabrication apparemment n'est pas la même. C'est un truc un peu en deçà. Moi, j'ai voulu prendre... De toute façon, là, je n'en ai pas besoin, donc je voulais juste prendre l'enceinte elle-même. Et donc, cette enceinte coûte, je le rappelle, 99 €, ce qui, pour du matériel fabriqué par Sonos, est totalement compatible avec l'écosystème Sonos, reste extrêmement raisonnable. Alors, vu le prix, effectivement, ne vous attendez pas forcément à la même qualité sonore pour les puristes à ce que vous auriez à une Sonos Beam ou une Sonos One, on est d'accord, mais pour de l'écoute en fond, pour d'écouter de la radio, du streaming, etc., croyez-moi, c'est largement suffisant. Vous en achetez 2, vous les tapez en stéréo, vous les liez, ça fonctionne très bien. Et il faut savoir d'ailleurs qu'à ce jour,
lors de leur premier jour de lancement, ils en ont quand même vendu 30 000 d'un coup. Et il faut savoir que derrière ça, Sonos, sous sa seule marque, en un seul trimestre, ils ont vendu 1 million d'enceintes. Ça pose un peu là. Alors, et de toute façon, Ikea a déjà annoncé que la collaboration avec Sonos n'allait pas s'arrêter là. Donc, il est probable qu'on voit débarquer des produits, on ne sait pas trop quoi, mais des produits du même genre dans les mois ou les années qui viennent. Et finalement, c'est logique parce que Sonos a toujours eu un positionnement, de par son prix, un peu élitiste. Je me rappelle quand j'avais première fois entendu parler de Sonos, s'équiper de Sonos chez soi à échelle raisonnable, c'était tout de suite une histoire de 4-5 000 euros. Ici, vous avez... On est un peu sur dans chaque pièce, ça revient raisonnable. On est un peu sur le même type de gamme que Apple en informatique. Sonos, c'est un peu le Apple de l'audio, même s'il existe d'autres marques audiophiles très très pointues également. Mais là, on est chez Rolls-Royce, du coup. Ici, on est sur quelque chose qui fonctionne très bien, dont les gens sont souvent très satisfaits et qui vieillit très bien aussi, à tel point d'ailleurs que Sonos a dû mettre en œuvre récemment un système de reprise des anciens modèles pour arriver à provoquer, entre guillemets, chez leurs habitués un échange, en tout cas une progression dans les gammes. C'est un sujet, je fais juste la petite parenthèse, dont j'ai parlé, non pas dans l'épisode précédent, dans le 232, mais dans ce qu'on appelle le off. C'est un podcast parallèle, j'en avais déjà parlé les semaines précédentes également. C'est un podcast parallèle qu'on vous propose un petit peu en sortie de l'épisode, quand il se présente quelque chose, pour vous parler des coulisses, des technos, mais également de l'information, en l'occurrence, dont on n'a pas parlé dans un épisode. Je vous renvoie pour ça à notre site web, lestechno.be. Il y a une page, vous retrouverez dans le menu supérieur, le off, et là vous pourrez écouter et vous abonner aux épisodes de ce tout petit podcast. Je tiens à le préciser, tout petit, parce que en général, je vous fais un petit 5 minutes tranquillou, dans mon canapé, juste en audio, et comme ça vous avez toutes les informations sur ce qu'on projette de faire dans les technos, et en plus si on a oublié de parler d'un truc dans un épisode, on vous en parle quand même, je vous en touche un petit mot avant qu'on aille plus dans le détail, par exemple ici avec Marc, concernant les... Comment ça s'appelle encore, les... Symfonics. Voilà, j'avais oublié le nom, mais voilà. C'est Ikea. Et si on a ces chiffres aujourd'hui, c'est un petit peu à la faveur aussi de leur bilan annuel qui a été publié la semaine dernière, dans lequel il y a... D'ailleurs, je pense que c'est disponible sur leur site corporate, tous les slides de présentation de leurs résultats annuels. C'est assez intéressant. On sait combien de magasins, 433, je pense, dans le monde, distribuent les produits, parce qu'ils ont aussi des distributeurs autres qu'IKEA qui distribuent les produits IKEA dans certains pays, paraît-il. Donc, je ne le savais même pas. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça intéressantes sur cette marque qui a quand même pignon sur rue. On aime bien savoir comment ça se passe un petit peu à l'intérieur aussi, il faut bien le reconnaître. Et on arrive au bout de cet épisode 233, mes bons amis, avec un oui mais non. La semaine passée, on n'en avait pas fait parce qu'avant, on en avait fait 2. Donc, je cherche toujours des excuses un peu bancales de ce genre-là. Mais ici, voilà, Marc, il a trouvé un oui mais non dont il voulait vous parler. Le oui mais non, je le rappelle, c'est l'information technologique, web... Ici, jeux vidéo, un peu improbable. Un peu dispensable, inutile, mais qu'on aime toujours mentionner. Ouais, c'est ça, rigolote. Voilà. De quoi encore une fois, c'est un truc qui va parler probablement aux plus anciens d'entre nous, vu que ça parle d'un petit bonhomme tout bleu, un petit hérisson tout bleu, avec qui on a aussi passé pas mal d'heures, c'est Sonic. Alors, Sonic, aussi, voilà. On n'est pas trop dans la tendance de suivre les buzz et de s'extasier sur ce qui enflamme Twitter, etc. Mais bon, à moins d'avoir vécu dans une grotte ou sur Mars, vous n'avez pas pu ignorer que Hollywood a encore frappé, et donc ils ont décidé de faire un film Sonic. Ils font des films avec tout et n'importe quoi. Et que la première version de la bande-annonce qui a été diffusée il y a quelques mois avait complètement enflammé toute la toile, dans le sens où ce que les graphistes avaient pondu était un truc, mais voilà. On va juste dire voilà, parce que quand vous voyez ça, non, ça c'est le bon. Si vous nous regardez, celui qu'on voit à l'écran, c'est la nouvelle version. D'accord. Et en fait, suite à la diffusion de la première bande-annonce,
le réalisateur s'est pris un tel déferlement de haine, de remarques, d'indignation de la part de tous les gens pour qui Sonic reste une icône. Et finalement, c'est vrai que ça reste une icône, ça reste quand même l'icône qui représente Sega. Oui. On se demande d'ailleurs comment Sega a pu accepter que la bande-annonce montre un truc aussi improbable. Et donc, face à cette vindicte populaire inédite, il a fait quelque chose il a eu le courage de faire quelque chose que finalement peu de réalisateurs ont eu le courage de faire. Il a dit, OK, je comprends, on s'est planté, sorry, on a merdé, on efface tout, on recommence. Et donc, généralement, quand ils vous balancent une bande-annonce avec autant de prises différentes, c'est qu'ils sont déjà pas mal avancés en post-prod. Donc, c'est généralement la majorité des scènes avec acteurs de chair et d'os a déjà été tournée. La majorité des trucs en situation réelle a déjà été tournée. Ils sont en post-prod pour la réalisation des scènes en images de synthèse, les incrustations, etc., les étalonnages couleurs. Et là, ils ont dit, OK, on arrête tout, on gomme, on recommence tout. Et effectivement, on les a plus entendus pendant quelques mois. Et là, ils viennent de présenter une nouvelle bande-annonce. Et alors qu'on aurait pu croire, avec le recul et avec la peur des vieux cons qui n'ont pas trop osé mettre leur doigt dans le monde Pokémon, l'histoire avec Pokémon Détective Pikachu, c'était sympa. À prendre au 3e degré, mais c'était sympa. Donc ici, probablement que ça va être le même genre, et c'est un truc que j'irai voir avec intérêt le jour où il aura fouillé sur Internet. Comme il est. Non, c'est pas bien. C'est pas bien de dire des trucs comme des trucs comme ça. C'est rigolo parce que moi, enfin, je suis pas très joueur, hein, mais petite anecdote, je travaillais dans une radio à l'époque qui avait un certain nombre de consoles Sega à offrir et il fallait bien les tester. Et donc, on en avait quel esprit de sacrifice, là, franchement. Quel esprit de sacrifice. Et donc, on en avait installé une en studio. Et je vais pas vous mentir, je passais sans doute plus de temps avec la manette entre les mains qu'à présenter mon émission. C'était un petit peu malheureux, j'en fais un mea culpa ici. C'était quoi ? C'était les début des années 90, hein, je dis pas de bêtises, quelque chose. Voilà, donc et c'était, j'ai encore le son des petites pièces de monnaie quand il les prend, ring, et voilà, ces petits sons là, une fois que vous les avez dans l'oreille, vous ne les oubliez plus jamais. Quand tu regardes de nouvelles bandes annonces, tu les as parce que ça s'ouvre justement là-dessus. Oui, c'est ça, c'est une grande plaque nostalgique. Ça fait partie des codes Sonic, effectivement. Et donc voilà, c'est aussi la preuve qu'on arrive à vous faire des numéros des technos avec des oui mais non sexuels. Voilà, ça arrive. C'est vrai. Bon, j'ai encore quand même en tête un certain truc avec un jacuzzi pour. Bon, oui. Oui, celui-là, il a fait date. On va dire, ça va être difficile d'aller plus loin. Maintenant, quand tu dis, c'est un oui mais non sexuel. Enfin, le rapport, tous nos oui mais non ne sont pas sexuels. C'était celui d'il y a 2 semaines qu'il l'était. Souvent. Il y a souvent. Non, c'est vrai. Bon, j'ai signé la charte de YouTube déclarant que nous n'étions pas une chaîne YouTube destinée aux enfants. Donc on peut en parler librement. Si, parce que maintenant ils font attention à ça. Hein. Donc il y a de nouvelles règles qui sont rentrées en vigueur. Je le dis pour ceux qui ont une chaîne YouTube. Vous allez certainement recevoir la notification, si ce n'est déjà fait, d'aller déterminer si votre chaîne est destinée aux enfants ou pas, ou alors vous avez le choix de dire vidéo par vidéo si elles sont à vocation à être diffusées aux enfants ou non, ce qui est très bien, hein, ça permet comme ça de mettre en avant aussi sans doute des chaînes YouTube qui sont très didactiques et qui sont faites réellement pour les enfants. C'est pas notre cas, hein, il faut bien le reconnaître. Le jour où on fait quelque chose qui s'adresse aux enfants, on le fera sur une chaîne parallèle ou d'une autre manière, mais voilà, chacun fait son contenu à destination de qui il veut. Donc je regarde en même temps le trailer sur mon écran de contrôle sur le côté. C'est quand même attirant. Soyons clairs. Oui, c'est attirant. Ça donne envie d'aller le voir. Voilà.
N'hésitez pas à laisser les pouces vers le haut, à vous abonner à cette chaîne YouTube également. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Merci également de laisser des messages. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est sympa pour nous de pouvoir vous lire, de pouvoir échanger, etc. Et au-delà de ça, je le dis franchement, ça titille un petit peu les algorithmes également des différentes plateformes et ça nous permet aussi d'être mieux référencés. Il ne faut pas se mentir. C'est comme ça que tourne le monde aujourd'hui. Et donc, on y pense également. Donc merci pour tout ça. Et on espère une fois de plus vous avoir fait plaisir avec cet épisode. On retrouve le off courant du week-end si vous le voulez. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine avec le 234e épisode. Je passe des étapes. La semaine prochaine. Passez une très très bonne semaine. Merci Marc. Et à très bientôt. Au revoir. Salut. Où est mon bouton ? J'ai perdu mon bouton. Au revoir.